Eh bien, bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau sujet avec toi, Geoffrey. Salut Geoffrey, au passage. Salut JP. Bon, alors, aujourd'hui, on avait envie de discuter des difficultés qu'on peut rencontrer ou des doutes qu'on peut avoir dans sa vie pro par moment et explorer voilà, le sujet ensemble, voir un petit peu notre vécu là-dessus, nos conseils peut-être éventuellement, et puis ce qu'on peut discuter, ce qu'on peut voir qui est sous-jacent à tout ça en fait. Ouais, non, mais ça me semble bien, ouais. Ouais, parce que les doutes de la vie pro, c'est vrai qu'il y en a. C'est un sujet qui est, pour moi, très peu médiatisé. J'ai pas vu beaucoup de vidéos en parlant en général sur la Mm. partie des youtubeurs qu'on peut rencontrer. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut parler aux gens, surtout en fait. Tu sais, on est un peu dans cette vague aussi ou autre, les trentenaires, dans la trentenaire, crise de la trentaine, quarantaine, il y a plein de choses qui se mélangent ensemble et qui te font en fait finalement réfléchir pas que à ta vie pro, mais aussi à ta vie perso. Tout s'imbrique. Tu as aussi des moments qui sont un peu plus propices à ces changements. Et donc, ouais, c'est bien qu'on puisse s'en parler de Mhm. notre perspective. Donc, pour rappel, on a entre 38 et 39 ans, si j'ai pas toi 39 ans? J'allais dire, Très bien, très j'allais bien. dire 40 ans. Je surveille quand même, hein. Attention, on dépasse pas. Mais pourquoi pas? Bah, de toute façon, va falloir à un moment donné. Ouais, non, non, clairement. Donc ouais, non, je pense qu'on est plutôt là bien placé aussi pour parler de ces changements-là, parce que je pense que ouais, effectivement, bah, vas-y, bah, si tu veux, on démarre un peu. Les doutes qu'on peut avoir quand on est jeune, un peu, je sais pas, fin des études, premier job ou autre, sont pas les mêmes pour moi qu'on peut avoir quand on a plutôt voilà la Ouais. trentaine passée, mi-trentaine passée. Je pense qu'il y a quand même un changement de paradigme qui intervient à ce moment-là, où tu as un peu plus de vécu, un peu plus de bouteilles, où tu te poses des questions avec une réflexion différente sur le monde. Et au Mm. contraire, limite, tu essaies d'avoir un peu le même regard que tu avais quand tu étais jeune. C'est-à-dire un regard qui est plus innocent, mais là qui est un peu... euh, que l'expérience vient donner du poids et un ancrage particulier, tu vois, qui te permettent de voir les choses pour ce qu'elles sont et pas de les enjoliver. Je sais pas si tu vois. Là, je suis parti dans un détour. Je Ouais, suis parti dans la ouais. forêt. Tu- Exactement, ouais, tu pars déjà loin, mais je pense que je vois ce que tu veux dire. Si on fait le parallèle avec l'entrée, quand tu rentres sur le monde du travail, alors je sais pas comment c'était pour toi, mais en tout cas, c'est vrai que pour moi, disons qu'il y avait enfin, en tout cas, je me mettais une certaine pression sur le fait d'être au niveau des attentes de mon employeur, au niveau des missions qu'on me confiait, etc., etc. Euh, et du coup, j'essayais, et comme j'avais pas d'antécédents, forcément, tu viens de rentrer dans le monde du travail. Il y avait vraiment un côté très, on va dire un peu plus, j'allais dire stressant. Je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas un peu plus pressant globalement sur le fait de réussir son entrée dans la vie professionnelle. Parce que dans l'imaginaire tel que je l'avais à cette époque-là, c'était quelque chose de capital de bien rentrer dans sa vie professionnelle, parce qu'après, bah, évidemment, ça te suit tout le reste de ta vie. Donc c'est une transition entre l'univers scolaire et l'univers professionnel qui est important à réussir, et c'est comme ça en tout cas que j'ai vécu ce moment un peu particulier. Mais c'est vrai que si on ramène maintenant aujourd'hui, donc bah, Ouais, mais attends, juste avant de ramener aujourd'hui, ce qui ouais, renforce un peu juste cette partie un peu stressante, qu'est-ce qui la renforce, c'est que finalement, tu es préparé là pendant les, je sais pas, les 18 années d'études que tu as fait. Je dis 18 parce que je compte à partir peut-être dès que tu as du 6 ans. sortir de, Ouais, dès que ouais, tu as 6 ans, tu fais tes tu études. sors du ventre de ta mère et tu commences direct les études, quoi. Non, si, à partir de 6 ans, tu vois. Donc tout le système éducatif est fait pour un moment, si tu prends après un master ou un doctorat ou autre, allez, tu as une quinzaine d'années d'études ou autre qui va t'attendre. Et à partir de là, tout culmine en fait à un point. C'est à toi de trouver un travail ou à toi de créer de la valeur sur un marché, un monde du Ouais. travail. Et c'est vrai que cette pression-là, elle est totalement différente qu'une fois qu'effectivement t'as pu évoluer et grandir. Mais oui, effectivement, donc c'est pour ça que ça. Moi, je suis d'accord avec toi, mais la société même nous met cette pression indirectement, tu vois. Et tu as la partie Ouais. apprentissage qui peut t'aider des fois à la lisser un peu, tu vois. Tu montes, tu vas dans le monde du travail un peu avant pour voir un peu comment ça se passe, alors que tu n'es pas totalement formé ou tu as encore des formations qui peuvent t'aider aussi Ouais. à appréhender un peu la chose et même des fois à faire des réorientations beaucoup plus rapidement. Et pas avoir en fait une perte de temps aussi dans un domaine où tu t'es fait une fausse image et qu'après en fait ça vient ternir un peu la chose. Ça m'amène à une question, en fait, c'est toi de ton côté, parce que je t'ai expliqué un petit peu comment moi je l'ai vécu, cette transition école, monde du travail. Toi, de ton côté, comment tu l'as vécu d'une certaine façon? Tu étais plutôt à l'aise? Ça t'a
Non, non, Voilà. non, mais c'est marrant. Moi, j'étais plutôt en fait, je savais pas ce que je voulais faire dans la vie en général et j'ai suivi un peu même au niveau des études. Tu sais, ce qui était important apparemment pour mes parents, c'était que j'ai le bac. Donc j'ai fait mon bac Mhm. S et tout, c'était important. Ils avaient pas le bac, donc c'était important pour eux. Et après ça, c'était en mode voilà, peu importe ce que je fais, ils étaient ok. Mais du coup, comme j'avais moins de pression, je savais pas trop quoi faire. Et en gros, moi, j'ai juste suivi un peu des gens et on m'a dit ouais, l'informatique c'est cool et tout, teste ça. Mais moi, je voulais faire du sport plutôt. Et donc, tu vois, déjà au niveau de l'orientation, j'ai fait un peu n'importe quoi, dans le sens où, ouais, comme je sais pas ce que je veux, je me laisse aller, mais comme j'aimais bien jouer aux Mhm. jeux vidéo, je me dis, punaise, avec l'informatique, je vais pouvoir créer des jeux vidéo. Tellement pareil, tellement Tellement pareil. pareil, tu vois. Et donc, ouais, donc j'ai fait ça pendant, donc à DUT en service et réseau de communication, c'est un bac plus 2 pour faire simple. Et suite à ça, je me dis, ouais, mais en fait, ça me saoule un peu. Moi, ce que je veux, c'est faire du sport, j'en ai marre de rester dans l'écran, parce que j'aime bien jouer aux jeux vidéo. En fait, en ayant fait le bac plus 2, j'ai pu m'acheter un ordinateur. Au début de ma formation qui m'a permis à jouer à plein de jeux parce qu'avant on avait un ordinateur qui était partagé par tout le monde. Et tu vois, ça a ouvert une nouvelle, une nouvelle porte. Et c'est là où je me suis rendu compte, non mais en fait j'aime pas faire les jeux, j'aime jouer aux jeux, c'est pas la même chose. Mhm. Ouais, et bref, alors après tu vois, j'ai fait un peu un an de STAPS et là j'ai vraiment suivi ce que je voulais faire parce que j'aime vraiment ça. Et pareil, je me suis rendu compte, mais j'aime pas coacher les gens, j'aime faire du sport, c'est pas la même chose, tu vois. Et après, à terme, il y Mhm. a vite fait la réalité qui m'a ramené un peu en me disant, ouais, mais en fait, si je veux du travail, bah, l'informatique, c'est bien, ça paye plutôt bien. Et c'était un domaine qui était finalement assez intéressant, qui me stimulait mentalement. Et c'est pour ça que j'ai fait après une école d'ingénieur en informatique en alternance. Et donc, tu vois, et ce doute-là, je l'avais, une fois que je m'étais mis en place, de... le but était clair, c'est vivre dans une société, faire un peu d'argent, et je savais que ce domaine payait. Et en plus, j'avais ça en alternance. Après, j'avais pas vraiment de doute en fait. Tu vois. L'alternance, c'est la bonne formule, je crois aussi, Ouais, hein. clairement. Moi, j'ai toujours envié ceux qui ont pu trouver une alternance, justement, pour avoir cette transition douce, en fait, entre les deux Exactement. univers. Sachant qu'en plus, moi, personnellement, je sais qu'à la fin de mes études, j'avais qu'une envie, c'était d'aller bosser pour avoir mon salaire et m'émanciper, quoi. Parce que j'en avais marre. En vrai, j'en avais marre des études. Enfin, bah, j'avais envie de me mettre dans du concret, quoi. J'en avais marre d'être sur les bancs de l'école, quoi. Je voulais me Ouais. mettre dans du concret et avec une hâte, c'est que ça s'arrête, quoi. Et clairement, et l'alternance, c'est trop Et- bien parce qu'en gros, tu viens avec Bah ouais. plein de choses parce que en fait, t'apprends des choses en même temps que tu es dans un environnement et tu remets en question du coup cet environnement et tu peux le remettre en question d'autant plus parce que tu es en train d'apprendre, tu es en constant Oui. apprentissage. Et donc, quand tu viens à tes managers, tu dis, ah, mais c'est bizarre, à l'école, on a vu ça. Et là, tu te rends compte ouais, que même des fois, certains concepts, bah, ils sont plus à jour, ils les connaissent pas. Et c'était assez cool Ouais. parce que tu as en fait, même toi, tu viens apporter une sorte de nouvelle pierre à l'édifice. Et surtout quand tu donnes carte blanche après en alternance, moi j'ai eu la chance d'avoir un tuteur d'alternance qui était trop cool, qui est après devenu aussi mon manager, mais il était trop cool le gars. Et ça t'ouvre énormément le porte et tu es en mode, ah, mais en fait, travailler c'est trop cool, c'est comme un jeu. Tu joues, tu vois, finalement. Et avoir les Mm. deux, c'est dès que le travail te saoule un peu ou dès que les cours te saoulent un peu, tu repasses dans un autre mode, tu vois, donc t'as jamais le temps de t'ennuyer. C'était une fois, c'était quoi le rythme? C'était d'abord, je crois, une semaine, après ça allait 2 semaines, 2 semaines, et après, genre, à la fin, t'avais presque 6 mois où t'étais au travail tout le temps, et ça, c'était trop bien, tu vois. Et limite, le travail, je trouvais que Mm. c'était les vacances par rapport aux cours. Parce que tu sais, les cours, ils te donnent toujours des devoirs et tout, etc. Et au travail, t'as pas de devoirs. Tu fais ton taf, t'as pas de Ouais. devoirs, tu vois, et ça, c'est trop cool. Ouais. C'était trop bien comme mode, ouais. Et surtout quand tu vas dans une grosse boîte internationale, tu vois plein de trucs. Moi, grâce à ça, j'ai pu aller faire mon VU à Singapour, tu vois aussi. Encore une fois, grâce à mon manager, c'était trop bien. Ça, c'est stylé, ça. Donc ouais, donc le doute, on va dire que moi j'ai eu un doute pré-études, c'était plutôt à un moment donné où je me suis dit ouais mais faut que Mm. je commence à m'insérer dans cette société, il faut que je fasse un peu d'argent si j'ai pas envie de finir comme je sais pas des amis dans le quartier ou autre et tout, etc. Il faut que je me remue, il faut que je me bouge, tu vois. Et ce qui est marrant c'est que mon Mm. frère jumeau a eu à peu près la même démarche, mais lui c'est venu un peu plus tard et lui il a choisi le domaine de la finance. Et bon, maintenant avec le recul, j'aurais peut-être dû choisir le domaine de la finance. Mais pourquoi pas y retourner, y revenir, je sais pas. Ouais, non, parce que en fait, si tu veux vraiment faire beaucoup d'argent dans le domaine de la finance, il faut faire certaines écoles, tu vois, et il faut avoir dans certaines promos, et Mm. là, tu prends trop de retard. À 38 ans, tu peux, mais tu prends trop de retard, et tu dois passer par une phase où tu es une sorte, ils appellent ça des PU, où tu fais Mm. des horaires folles, tu vois, à plus de 60 heures, Mm. des fois tu fais des nuits blanches et tout, et c'est pas... Là, je suis plus dans... Ben, on va en parler. Dans le doute suivant, c'est que tu sais, quand on grandit un peu en termes de carrière, on a des attentes, des valeurs et ce qu'on attend finalement de son travail en général, c'est différent. Et on doute aussi un peu peut-être de ses capacités parce qu'on est aussi, on voit les nouvelles générations venir, on n'est peut-être pas trop à jour par rapport à Ouais. eux et on se dit peut-être mais est-ce que
Ou est-ce qu'il faut pas qu'on continue à se mettre à jour? Ou est-ce que même notre manière de faire est plus vraiment la bonne? Est-ce qu'elle est adaptée au contexte, à l'environnement, tu vois? Discutons de ça, vu que là, je pense que c'est quelque chose que toi aussi, tu traverses aussi en ce moment. Donc, dis-moi, Ouais, JP. ouais, ouais, mais justement, enfin, ouais, mais je voulais reprendre un peu plus sur, en repartant de cet élément initiateur, de l'arrivée dans le monde professionnel. En fait, je pense qu'il y a quelque chose d'important qu'il faut matérialiser. Encore une fois, je vais toujours m'adresser avec mon expérience perso, parce que évidemment, c'est celle que je maîtrise le mieux. Après, à chacun de voir son expérience propre. Mais de mon côté, j'ai surtout, quand je m'observe comme ça, le sentiment qu'il y a eu deux progressions qui sont opérées en parallèle, et évidemment qui ont des interconnexions. C'est que d'un côté, évidemment, en rentrant dans la vie pro, ben, j'ai développé cette espèce de facette de ma personnalité, donc la vie professionnelle, et bon, voilà, qui a suivi un certain cheminement. Et en même temps, dans ma vie perso, en fait, j'ai également appris à me connaître, en fait. Et je trouve que, évidemment, les deux univers ont une influence l'une sur l'autre, et parfois ça se rencontre, ça se percute, et ça enchaîne des bouleversements dans l'une ou dans l'autre. Moi, j'ai pu l'observer à plusieurs reprises dans ma vie, et d'ailleurs, je me pose des questions, même si c'est pas quelque chose de cyclique, où en fait, je passe des paliers à un moment donné, que ce soit dans le pro ou dans le Comme un perso, jeu vidéo. et tu peux le faire en mode jeu vidéo, je passe des levels si tu veux, Ouais. si tu veux reprendre l'image. Mais en tout cas, l'idée, c'est que ces deux univers viennent se percuter et amènent des changements profonds, tout simplement parce que je fais des grandes réalisations. Réalisations au sens révélation, découverte sur moi-même, Mhm. qui me permettent d'affiner justement l'une des deux facettes. Et en l'occurrence, si on parle du pro, souvent, ça m'amène à des redirections professionnelles. Je vois toute ma première partie de carrière, moi j'étais plutôt technique, hein. Je fais Ouais. du développement et j'ai fait une formation initiale pour faire du développement. Donc j'ai fait énormément de développement, majoritairement du développement. Et en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que il s'est passé des choses dans ma vie perso. Je m'étalerai pas plus là-dessus sur le podcast, mais il s'est passé des choses dans ma vie perso. Et en fait, je me suis rendu compte que la partie développement, en fait, c'est pas ce qui me faisait vibrer, quoi. C'est pas ce qui venait euh, euh, enrichir, comment dire ça, qui venait m'aider à accomplir ma mission ultime. Tu vois, Ah ouais. notamment cette notion de mission ultime aussi, c'est pareil, ça vient du perso, j'ai mûri, voilà, j'ai découvert ça. Et donc, du coup, je me suis repositionné. Je me suis repositionné plutôt dans l'accompagnement, l'accompagnement Scrum Master, coaching et tout ça. Et pareil, aujourd'hui, j'en reviens à ce même genre de réflexion. Est-ce que du coup, je suis... Alors, évidemment, à chaque fois, le virage va être moins important parce qu'on s'affine quand même. Enfin, je veux dire, c'est Ah ouais. itératif, on affine notre connaissance de soi-même et même par rapport à son projet et tout ça, on se rapproche quand même, quoi qu'il arrive. Donc les gaps sont moins importants. Mais aujourd'hui, voilà, est-ce que c'est toujours là-dedans que j'arrive à trouver ce qui me nourrit? Ou est-ce que j'ai besoin de pivoter un petit peu pour rediriger vers quelque chose qui me correspond davantage? C'est... Enfin voilà, le questionnement reste entier. Et en tout cas, les réponses et ce qui va en découler. Mais je trouve que, ouais, il y a cette notion d'interaction entre ces deux facettes tout au long de notre carrière. Et je ne sais pas comment toi tu le vis aussi à ta façon, si tu as eu aussi ces différentes étapes aussi. Ouais, non, mais moi je suis d'accord avec ces interactions. Mais ouais, pour moi, je le vois tout juste comme un ensemble, tu vois, ces interactions et tout. C'est un Mhm. ensemble. Tu peux pas être deux personnes différentes entre la partie perso pro, et ça, tu l'apprends très rapidement en Bien général. sûr. Puis après, C'est pour ça que j'ai parlé de facettes, hein. J'ai parlé ouais, de facettes. ouais, les Pas... facettes d'une Je même suis pas pièce. schizo non plus, hein. Tout va bien, hein. Je sais pas. Non, mais tu dis ça, mais il y a beaucoup de gens C'est vrai. qui sont schizo, tu vois, un peu d'une certaine manière. Ils ont une personnalité différente au travail, une personnalité différente en perso, tu vois. Et moi, par exemple, je l'étais au début, je pense aussi. Au début, ouais, j'avais un peu. J'arrive aussi à mettre des box, tu vois. Le Oui, travail, c'est le travail, et la perso, c'est la vie perso. Genre à 18h, je c'est suis vie d'accord. perso, et je veux pas entendre parler du travail, tu vois. Et ainsi de suite, Mhm. tu vois. Et je pense que c'est quand tu deviens aussi dans. Comme tu dis, à un moment donné, tu commences à comprendre, à grandir ou autre, et tu regardes, ouais, mais finalement, en fait, ça devient plus trop du travail, et tu kiffes limite faire des choses qui sont entre guillemets du travail pendant ta vie perso. Bien sûr, il faut pondérer, il faut que ce soit pas quelque chose qui empiète sur ton temps de qualité avec tes proches ou autre, bien sûr.
Mais quand tu arrives à ce niveau-là, tu as déjà fait pour moi un nouveau palier. Et pour dire cette partie-là un peu perso-pro qui évolue, ouais, et généralement, moi j'ai toujours pris la partie pro comme un accélérateur de la partie perso. C'est-à-dire qu'en fait, en pro, je peux pas me permettre d'avoir une communication qui est approximative. Euh, à dire, mes soft skills, mes compétences sociales ont beaucoup plus évolué grâce au pro qu'au perso, tu vois. Parce que tu te mets une pression beaucoup plus importante, vu que c'est ton travail, tu as des comptes à donner, des comptes à régler. Et moi, je vois plutôt le pro en général tirer un peu le perso en avant. Alors que là, maintenant, c'est un peu l'opposé, tu vois. C'était au très début de ta carrière, t'es plus, enfin, en tout cas, moi, j'étais plutôt comme ça et je trouvais ça plutôt normal, entre guillemets, que ton pro te tire vers l'avant. Et là, c'est plutôt le perso qui tire le pro, tu vois. Et c'est un peu ouais, le changement qu'il y a eu. Et, euh, et tu vois, Ouais, c'est vrai. et ça arrive beaucoup pour moi dans les trucs du voyage. Quand tu commences à voyager seul ou autre, ou quand tu commences à découvrir d'autres cultures, ou quand tu es avec d'autres, dans un autre environnement, c'est là où des fois le perso va prendre plus d'impact sur le pro et tu vas voir autre chose différente. Tu vas aussi pouvoir l'appliquer aussi dans ton travail, tu vois. Parce que tu as une sorte Hmm. aussi de comment dire ça de patience envers l'autre qui s'est d'empathie même envers l'autre qui s'est beaucoup plus développée vu que tu vois que bah, tout le monde vient avec son background et ses problèmes ou autre c'était beaucoup plus sensible à ça et tu arrives à trouver les meilleures solutions et maintenant c'est dans cette phase de doute tu vois pour revenir un peu à ça la partie doute tu vois c'est quelque chose qui était venu je pense douter c'est bien en général et douter tout le temps c'est Bien bien sûr. et généralement, on dit que douter, c'est la marque des experts, tu vois. C'est un vrai expert, c'est quelqu'un qui doute tout le temps, même de son domaine d'expertise. Je vous le dis, de son field, tu vois, en anglais. Et c'est comme ça que tu reconnais la marque des grands experts, parce que même quand ils vont t'expliquer quelque chose, ils vont toujours penser, ouais, mais est-ce que c'est vraiment ça, ou est-ce qu'il y a vraiment pas autre chose que j'ai pas percuté ou autre. Et ça va leur permettre d'évoluer constamment, tu vois. Donc moi, je trouve que le doute, on doit faire ami-ami avec ça, parce que c'est une marque qui a beaucoup de vertus derrière, mais jusqu'à une certaine proportion. Si le doute Hmm. t'empêche ou te paralyse dans un mouvement carrière ou autre, ça n'a pas de sens, tu vois. Faut un peu essayer de voir où est la partie peur et où est la partie réelle, concrète. Tu doutes, Hmm. c'est que ton corps, ton inconscient veut dire quelque chose, tu vois, globalement. Il y a quelque chose qui se passe. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de raisonné ou est-ce que c'est juste c'est toi qui as peur de faire ça parce que t'es juste fainéant et ton corps te demande non, vas-y, mais doute de ça, comme Hmm. ça tu Hmm. fais pas et tu bouges pas de ta case et t'es content, tu vois. Moi j'ai beaucoup le doute du fainéant, tu vois. Le doute du fainéant, ça c'est quelque chose qui arrive, je pense, à tout le monde, tu vois. Ouais. Ouais, donc voilà, pour répondre un peu sur toi, tes deux facettes d'une même pièce, non, je suis totalement d'accord. Hmm. Une- Au début, c'est plutôt l'aspect pro qui tire l'aspect perso. Et après, pour moi, c'est quand tu as un recentrage, c'est plutôt ton perso, ton vécu qui va tirer l'aspect pro. Parce que tu voudras construire quelque chose dans un environnement et forcément, bah, ça va passer par une expression professionnelle qui sera beaucoup plus complète et qui Hmm. viendra de toi, tu vois. Et pas qui sera imposée à toi. Et d'où la difficulté dans le monde dans lequel on est. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour avoir en fait quelque chose de pro qui va avec nos valeurs, qui va avec ce qu'on veut accomplir, sachant qu'on n'a pas Tout à fait. toujours les bons mécanismes pour répondre à ça, tu vois. Ouais, sachant que, enfin, comme je le mettais en lumière tout à l'heure, en vrai, même si tu veux chercher un environnement de travail qui correspond à tes valeurs, comme il y a une certaine, alors, bon, évidemment, chacun est différent, mais comme une certaine progression dans la connaissance de tes propres valeurs, fatalement, ça veut dire que derrière, il va y avoir une évolution sur tes attentes vis-à-vis de ton environnement professionnel, et que potentiellement, si tu t'es lancé dans quelque chose à un instant T, il n'y a aucune garantie qu'à l'instant T plus un, tu n'aies pas changé d'aspiration, Ouais, et que donc, fatalement, ton univers professionnel ne corresponde plus tout à fait à ce que tu recherches, ce qui te correspond, ce qui te fait vibrer. Après, on pourrait se poser la question, hein, finalement, est-ce que c'est important d'avoir un environnement professionnel qui nous fait vibrer ou pas? Comme tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, je pense qu'il y a une multitude de profils qui ont des réponses différentes face à ça. Il y a des personnes qui se satisfont de tout, et il y en a d'autres qui sont un peu plus pointilleuses et qui ont un peu plus de mal à passer outre leur alignement, l'alignement avec leurs valeurs, quoi. bah, Mais et après, déjà, le simple fait de se poser la question, c'est que tu es déjà dans une situation qui est cool, tu vois, en général.
Parce que généralement, tu peux pas te poser la question lorsque tu as un environnement, lorsque ton travail, si tu travailles plus, ben, tu peux pas payer tes factures à la fin du mois. Là, si tu as, je sais pas, un fonds de Oui. roulement qui te permet de tenir un an, t'es quand même cool, tu vois. Tu peux te permettre d'avoir ce genre de réflexion et même de les pousser et même de les appliquer, tu vois ce que je veux dire. Oui, alors après, tu peux avoir ces réflexions pendant que tu travailles aussi, hein. T'es pas Ouais, obligé ouais, de couper. bien sûr, tu peux l'avoir, tu peux aussi faire du silence quitting et Comme ainsi de suite. certains chanceux, quoi. Ouais, hein, on n'a pas, je viens d'avoir une idée, on n'a pas parlé du tout, mais en fait, on a parlé d'un truc qui s'est passé donc il y a 5 ans, le Covid, tu vois. Le Covid qui a permis à tout le monde d'avoir cette période de doute qui était bénéfique, où il y a eu beaucoup de transitions, beaucoup de changements, où les gens se sont rendus compte, même au niveau perso qu'au niveau pro, il y a eu. Hmm. Covid était bénéfique, et tu vois, et c'est là où je me dis des fois, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas un autre Covid encore, tu vois, pour que genre tous les 5 ans, les gens font une petite loupe, ou toutes les 7 ans, les gens font une petite loupe. Et on s'arrête un peu, on prend le temps de réfléchir, d'analyser, et je pense que ça ferait du bien à notre société, tu vois. C'est d'avoir cette période de transition, cette période de doute, et où surtout on te donne du temps. Et je trouve que c'est ça aussi un peu qui nous rend un peu plus humains, tu vois. Là, peut-être que je pars sur un autre, une autre branche de la discussion, mais ouais, moi je trouve que là, le doute, c'est comme on dit, doute, c'est bien. Et c'est vraiment le truc qui nous rend humains. Dans, si tu fais tout le temps la même chose, tout le temps la même chose, tout le temps la même chose, tu t'es mis en mode robot, mais t'es pas un robot, mec, tu vois. T'as du sang, t'as des organes, t'es pas un robot. Donc à un moment donné, douter, c'est bien. Douter, ça te permet de Mhm. vivre autrement, ça te permet de voir les choses. Il y a juste avant qu'on démarre le podcast, j'ai discuté avec Dacha, c'est ma femme, et je lui disais, ouais, mais putain, j'ai trop envie que tu arrêtes de travailler. Et je lui disais, elle me dit pourquoi? Elle me dit, mais en fait, si tu arrêterais de travailler, tu commenceras à vivre différemment. Et parce que là, en fait, en arrêtant de travailler, à un moment donné, après suffisamment de temps, tu te rends compte en fait que tu as des réflexions sur toi, sur plein de choses qui changent. Mais comme on vient de dire, ta perception au monde du travail devient différente. Et ce que tu es prêt à accepter aussi devient différent en termes de perso et en termes de pro. Pour moi, c'est un accélérateur de croissance qui est énorme. Et là, c'est là où je vais partir sur un truc complotiste. Et je soupçonne les grands de ce monde qui font que de nous occuper, tu vois, nous distraire et tout, etc. Ou autre pour qu'on soit plus malléable, tu vois. Qu'on pose moins de questions et qu'on soit moins humain finalement. On nous déshumanise, tu Eh vois. ben, alors, je vais faire un parallèle, mais alors c'est un grand écart de ouf là que je vais faire. Mais hier, j'ai eu une discussion avec quelqu'un dans une équipe que j'accompagne là, qui a une position, on va dire, un peu similaire à un Scrum Master. Ok. Ouais, Et on était en train de discuter de la structuration des méthodes de travail, donc des rythmes de l'équipe. ouais, Et en tout cas, bon, en règle générale, en Scrum, donc méthode de travail beaucoup utilisée dans l'IT, dans l'informatique, tu as des rythmes qui sont fixés, genre 2 semaines, et à la fin de ces 2 semaines, tu as la revue du sprint qui vient de s'écouler pour ouais. montrer ce qui a été réalisé et pour pouvoir repartir ensuite sur un nouveau sprint. Bon, je fais très synthétique, hein. Euh, mais là où en fait on n'est pas tombé d'accord et qui était assez amusant, je trouve, et c'était sur le fait que à un moment donné, entre la fin du sprint et le début du nouveau, il y avait un delta de 2 heures, ce qui est rien. Ouais. C'est pas grand-chose. Tu vois, un delta où il y avait strictement rien à faire, rien de prévu, rien de planifié, rien à faire. C'est Donc trop un bien. blanc de 2 heures. Et c'était ma position. J'essayais d'argumenter sur le fait que, en fait, ce blanc de 2 heures, ça permet énormément de choses. Ça permet déjà d'une part potentiellement d'effectuer des micros ajustements Exactement. en lien avec les retours qu'on a pu récupérer en revue de sprint, parce que voilà, quand on présente des choses, il y a toujours des gens qui font des retours dessus, et c'est ce qu'on cherche à avoir d'ailleurs. Donc ça peut permettre de faire ça pour des toutes petites tâches. Ça peut permettre également de faire une petite partie d'innovation. Alors c'est un terme un peu générique, mais l'idée c'est surtout de laisser l'opportunité aux gens de tester des trucs en mode libre, sans contrainte, sans attente. Et voilà, donc ils ont un temps, pouf, ils testent, ils font ce qu'ils veulent. Voire sinon, après, ça peut être des gens qui font des tâches de fond, peut-être de design, peut-être de refacto, peut-être, peu importe, des micro-tâches, mais qui globalement vont bénéficier sur le long terme, parce que clairement on ne parle pas d'impact court terme, à part les petites modifs que j'ai évoquées au tout début, mais qui vont bénéficier sur le long terme au projet, parce que soit ça va les enrichir personnellement, soit ça va enrichir le projet directement.
Et donc voilà, donc du coup on a eu cette conversation et en fait elle ça l'a dérangée parce que du coup elle voyait surtout sur l'aspect, mais non mais en fait il y a un trou de productivité Ah, quoi, tu vois. mais tu vois, c'est là où, ouais, c'est là, tu vois, c'est foutu. Ta boîte est Sans- toxique là, sans- hein. Bim. non mais, enfin, et voilà, et en vrai je comprends tout à fait sa réflexion. Mais bien sûr, Je comprends tout à fait. Parce que ça correspond à l'état d'esprit, comme tu l'as dit, de la structure dans laquelle elle travaille. Et entre guillemets, c'est normal. Mais ça révèle, avec ton histoire de complot là, ça révèle qu'il y a quand même des problématiques, c'est des problématiques systémiques en fait, où on oui. pousse à la productivité sans se poser de questions de l'intérêt réel Mais si, l'intérêt, c'est de la chose. oh putain, j'aurais plus à parler, excuse-moi. Tu déshumanises les gens, en fait, en faisant ça. Tu prends les gens pour un outil de production, comme une machine, Oui. et une fois que tu partais dans ce système-là, c'est pourri, tu vois. Et moi, je suis pas pour l'extrême inverse, tu vois. Je suis pas pour vraiment les gens font rien et tout, etc. Mais je pense qu'il y a un équilibre, tu vois. Là, tu disais 2 heures, moi, ça m'aurait pas choqué de laisser limite une semaine des fois. C'est pas tout le temps, mais genre une semaine, des fois, tu laisses les gens. Pendant une semaine, tout ce que vous allez faire, c'est peut-être un peu de bug fixing quand ça vient. Pas de pression. Pour ceux qui ont envie de faire des trucs d'innovation, innover. Pour ceux qui ont envie juste de rien faire, mais ne faites rien, tu vois. Et globalement, c'est impossible de ne Des rien faire. POC, des trucs comme ça. Tu vois, Ouais. tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, et c'est là où tu vois que tu as une équipe après qui est apaisée, qui est soufflée, et aussi une équipe qui peut se parler. Parce que mine de rien, quand elle taffe, l'équipe, bah, elle taffe, tu vois, en général. Et il y a pas beaucoup de. Il y a des Mm. interconnexions que tu peux avoir avec certaines personnes, mais peut-être un peu plus pour un domaine ou une feature, mais l'équipe communique pas dans son ensemble, tu vois ce que je veux dire. Ils se voient, ils savent un peu sur quoi ils bossent, et hop, ils font chacun de leur côté. Mais quand tu laisses un peu le temps à l'espace, tu vas créer aussi des relations un peu humaines, qui vont permettre aussi de travailler Mm. beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilitant. Moi, ce que j'ai remarqué dans mes jobs, ce qui aidait beaucoup, c'était toutes les pauses, entre guillemets, que je me permettais de prendre, où j'allais vers les gens, j'allais dans les services, ils me montraient comment ils travaillaient, montraient ce qu'ils faisaient, ils me parlaient de leur vie perso ou autre, ce qui m'aidait à avoir en fait une toile de connexion avec ces gens-là qui était trop bien. Et quand on nous demandait un Mhm. service ou qu'on essayait de bosser sur un truc, on le faisait avec plaisir. Et on le faisait beaucoup plus efficacement que si tu demandes par un mail ou autre, et tout, etc. Tu vois. Et c'est là où je pense que la partie humaine, elle est primordiale, tu vois. Et c'est, Ouais, tout à fait. mais tu vois, mais ce que tu me dis, moi, ça me surprend pas, mais ça me désole pour la suite, quoi. C'est qu'à la terme, tu vois, bah, effectivement, à quoi ça sert d'avoir des humains pour développer? Mais faites ça avec des agents IA, et au moins eux, c'est vrai, des vrais outils, ils travaillent tout le temps, ils n'auront pas de trucs, et voilà, tu codes ton truc, tu vois. Donc finalement, le développement est mort, tu vois. Si on voit ça comme ça. Et quid de Oui. ça, on continue. La société est morte, parce qu'en gros, dans chaque compagnie, tu demandes plus des humains de travailler, tu demandes à des outils de travailler. Et là, on est en train de développer une technologie qui dépasse les humains. Et on sait très bien que, Ben, tu vois, ouais, tout à fait. Et en vrai, ça rejoint un peu un espèce de conversation qu'on a eue quand on s'est appelé juste avant l'enregistrement là. C'est en fait un peu le constat de dépit qu'on a fait sur le monde du travail tel qu'on le connaît en tout cas. Après, c'est peut-être pas partout pareil, et j'ose espérer que c'est pas partout pareil. Mais il y a quand même un certain penchant à ces situations un peu pourries qui est désolant, quoi. En fait, ouais, je serais tenté de dire, quelque part, c'est des sociétés qui sont prisonnières d'elles-mêmes, quoi. Qui continuent enfermées dans une logique, avec des process, avec des attentes. bah, après, ça dépend, tu vois. Pour moi, pour avoir observé un peu plus, tu sais, en voyageant, tu observes beaucoup de choses et tout, etc. Bah, je sais pas, moi, c'est quelque chose qui est assez commun un peu partout dans le monde. Et t'as pas cette place à l'humain qui est donnée. Mais c'est pas. Pour moi, c'est une tendance, tu vois, une méga tendance comme ça l'était. C'est un peu la suite de l'ère industrielle où on a vécu, tu sais. On a remplacé avec Mhm. des formes de travail, le taylorisme, on a mis en place la machine à vapeur qui nous a permis de faire après les usines, augmenter notre qualité de vie. On se transforme de plus en plus en machine. La productivité a explosé depuis les années 70. On sait très bien qu'on est, je Mhm. crois, plus de 2 fois ou 4 fois plus productif qu'avant. Mais on fait toujours autant d'heures, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas humain. Tu vois, on est dans une tendance qui fait qu'on est de plus en plus des machines et de moins en moins des humains. On vit de moins en Mhm. moins en tant qu'humain, on vit de plus en plus en tant que machine. Et donc on a ce qu'on a, tu vois, et c'est cette méga tendance, elle est le fruit de l'économie qu'on a en place mondialement. Et la seule économie qui marche en ce moment au monde, c'est la partie capitaliste, tu vois. Mais pas pour dire que je suis pour le communisme ou un truc comme ça, mais c'est juste qu'on est dans un monde qui est comme ça. Et ce qui est cool, c'est qu'on arrive à une rupture. On arrive à une rupture où maintenant des IA vont pouvoir faire mieux, mais des humains. Comme on avait avant des machines, avant à l'usine, où c'était des gens qui le faisaient avec leurs petites mains, qui ont été ensuite remplacés par Mhm. des machines.
Et après, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces humains qui restent, tu vois? Est-ce qu'on va continuer à les mettre dans des bullshit jobs et de les occuper, en ayant un système qui va, du coup, avoir une sorte de top-down, comme ça a toujours été fait avec les égos des humains qui se construisent un peu comme ça? Ou est-ce qu'on va avoir quelque chose de Hmm. plus raisonné, de plus humain, comme des petites tribus qui existaient avant, tu vois? Et où les gens apportent quelque chose à la communauté, ne serait-ce qu'un lien social avec des gens, de faire attention par exemple à la personne âgée qui habite dans ton quartier, passer la voir une fois par jour ou 3 fois par jour, j'en sais rien, tu vois. Bref, tu vois, à nous décider, est-ce qu'on va pas vers un mode comme ça ou est-ce qu'on va dans un mur, tu vois, qui est le mur de l'homme-machine, tu vois, ou l'homme augmenté, tu vois. Moi, je suis optimiste, hein, je pense qu'on va vers Oh, un... Ouais. Alors, je ne mettrais pas l'homme augmenté comme destination de l'homme-machine, parce que pour moi, c'est pas parce que tu es augmenté que nécessairement tu vas te transformer en machine. C'est deux sujets différents. Et peut-être qu'il y a tout un sujet à creuser là derrière. Prochain sujet du podcast, qu'est-ce que l'homme augmenté? Qu'est-ce que Harari a voulu nous dire? Mais en tout cas, non, mais enfin, je suis d'accord avec toi sur ces questionnements-là et surtout sur la partie bullshit job en fait et la place des égos, parce que pour moi, c'est Hmm. assez lié. Hum, Aujourd'hui, en fait, enfin, c'est vrai que plus ça va, et moins j'ai une image positive de l'univers professionnel. Alors, faudrait y mettre des petits astérisques parce que c'est les contextes que j'ai croisés moi personnellement, donc forcément c'est assez limité. Mais il se trouve que quand même globalement les gros groupes c'est toujours un peu pareil. On est quand même dans l'archétype enfin, il y a énormément de bullshit job quoi. Et dans le bullshit job, énormément de choses qui ne servent qu'à alimenter la machine, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Euh, En fait, tu ne fais que alimenter cette espèce de monstre-là qui produit relativement peu, mais suffisamment pour perdurer. Mhm. Et ça, on peut l'expliquer assez facilement, hein. De toute façon, en général, ces grosses structures, elles ont pignon sur rue. Et donc, en fait, il y a une inertie, je pense, commerciale qui est telle que c'est quasiment impossible qu'elle se retrouve, ou en tout cas pas dans un délai de temps très court, qu'elle se retrouve la clé sous la porte, quoi. C'est impossible. Ou qu'elles aient un challenge même financier, parce qu'après, de toute façon, elles ont d'autres recours, Mhm. peuvent toujours faire des rachats, des machins, enfin, en gros, manipuler la concurrence, Bien sûr, bien sûr. en d'autres termes, de sorte à rester à flot. Et donc, en fait, tu te retrouves à des choses qui n'ont pas de sens, en fait. Ouais. Des choses qui n'ont pas de sens. Et c'est vrai, j'entendais. C'était un podcast, je crois, la dernière fois, qui parlait du sens, le besoin de sens en particulier aujourd'hui, et en particulier les nouvelles générations. Mais. Et que ça n'avait pas forcément du sens de chercher du sens dans une entreprise. Ouais, ouais, j'avais aussi Mais. vu ça. Ouais. Ouais. Mais. Mais en tout cas, de fait de nourrir quelque chose qui tourne en rond, enfin, à titre personnel, moi, ça m'apporte rien, quoi. Ouais. Et toi, mais juste là pour raccrocher, et c'est là d'où vient ton doute du coup? Parce que tu as un doute aussi en ce moment ou autre, tu vois, c'était un peu le sujet du podcast et il faut qu'on Oui, bien sûr. On peut raccrocher, on peut raccrocher. on peut raccrocher là-dessus, tu vois. Euh, non, en fait, je pense qu'aujourd'hui, là où je me pose des questions sur... c'est plus... quel est le paysage dans lequel j'évolue réellement? Et du coup, par conséquent, qu'est-ce que je peux y apporter? Ou qu'est-ce qu'il faut y apporter? Parce que j'ai quand même ce souci d'apporter des choses qui lui sont utiles, tu vois. Enfin, si ça n'a pas d'impact, je trouve ça assez limité. Enfin, moi, ça m'apporte rien en tout cas. Et est-ce que du coup, euh, mon profil ou mon tempérament ou ma personne est bien aligné avec ce qu'il faut mettre en jeu pour apporter la bonne réponse? Je ne sais pas si je suis clair là-dessus. Ouais, là, je vais essayer de reformuler pour comprendre. Donc, toi, tu essaies de comprendre le contexte dans lequel tu évolues et tu essaies de voir si ton profil est adéquat à ce contexte pour apporter de la valeur, on va dire ça comme ça, dans ce contexte-là. À ta manière, je dis bien ça. Exactement. Ouais. Mais qu'est-ce qui Et te fait ben, douter là dans ça que je comprends pas? Et tu doutes de le et ben, fait d'apporter de la valeur dans le paysage dans lequel tu... parce que ouais, mais parce que j'ai une approche qui me correspond et qui me satisfait. Mhm. Mais
pour laquelle aujourd'hui je nourris un certain nombre de doutes sur le fait que ce soit la bonne approche Alors là, ou que ce soit l'approche efficiente ouais, pour l'action que j'essaye de faire. c'est marrant, concrètement, parce qu'on a un peu discuté de ça avant. Contrairement à ce que je t'ai dit avant, il y a un truc qui vient quand tu as fait ça qui m'a fait tilt, mais dans ce cas-là, utilise l'approche agile pour ça. Si tu penses qu'il y a une autre approche qui peut être meilleure, bah, teste l'autre approche, tu vois. Et une fois que tu auras testé l'autre approche, bah, regarde qu'est-ce que ça te donne, regarde si tu es Ouais, gagnant ou pas, et finalement si tu es vraiment contre mais cette là, autre approche, tu vois. 100% d'accord avec toi. Mais en fait, le problème, c'est là où je me retrouve confronté à moi-même, et en particulier à la connaissance que j'ai de moi-même, c'est que c'est pas une approche qui me correspond du tout. Ah, Oui, je peux la faire, mais je n'en retire rien, quoi, en fait. mais alors si t'en En retires rien, d'autres termes, ça me saoule, quoi. mais si t'en retires rien et tu sais que l'autre Voilà. approche est pas la bonne, t'as déjà la réponse à ta question, donc tu doutes pas. C'est une bonne remarque. Et là, C'est t'es une en bonne mode remarque. doute, peur, parce qu'en gros, Mais tu sais que t'as un truc que t'aimes pas, mais tu sais hmm, que changer, ça serait compliqué. absolument pas. Non? Non, au contraire. Disons que non, non, non. Sur la peur, non, parce que je suis plutôt proactif en ce qui concerne les changements. Moi, pivoter, justement, je trouve ça cool. Et en tout cas, si ça me rapproche de moi-même, entre guillemets, enfin, des choses qui m'animent. Mhm. Et donc là, au contraire, c'est la vraie question que je me pose, avant quand même de tourner une page ou quoi que ce soit, c'est quand même d'explorer toutes les potentialités de là où j'en suis pour être sûr que je parte sur, que je prenne la bonne décision, tu vois, Mm. que j'ai pas raté des choses ou quoi en chemin et qui auraient pu me permettre de perdurer comme ça, tu vois. Donc c'est pas vraiment une peur du changement, c'est plus, ça reste quand même des pivots importants et je veux juste m'assurer qu'ils soient faits correctement, quoi, tu vois, pas rusher, quoi. Je veux rien rusher. Ouais, ouais. Mais alors en fait, t'es pas dans une. Je reformule, t'es pas dans une phase de doute, t'es dans une phase de changement. Et tout ce que t'es en train de préparer, c'est ton next move en fait, pour faire simple. Tu sais qu'il faut que tu changes quelque chose, parce qu'en Ouais, gros, le contexte dans lequel tu évolues te plaît pas, exactement, et tout ce que tu veux, c'est préparer un next move. Mais donc, exactement. ouais, comme dit, il n'y a pas de doute, hein. C'est juste. Ouais, bah, c'est bien. Bon, moi, je trouve ça sain, tu vois, comme approche. Ouais, mais c'est ce que je disais au tout départ. De toute façon, l'idée c'est que à des moments, la vie pro et perso se percutent et il y a des pivots qui s'opèrent. J'en suis là. Hmm. Il y a un pivot à opérer. Je ne sais pas exactement vers où encore, même si j'ai plein d'idées. Il va falloir faire le tri. Il y a des idées qui seront compatibles avec ce que je fais déjà aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, faut que je pose les choses, que je vois les opportunités et que je saisisse la plus intéressante. Et puis voilà. Et Ouais. puis que je me construise, que je me la construise si elle n'est pas là. Ouais. Non, clairement. C'est beau. C'est beau. Donc, tu vois, finalement, ce qu'on a dit, c'est qu'au début, tu doutes quand tu es jeune, et après, en fait, non, c'est de la sagesse. C'est du changement. Mais ouais, c'est vrai. D'ailleurs, peut-être on peut faire la conclusion là-dessus. En vrai, tu vois, cette notion de... Parce que c'est vrai qu'on l'a pas évoqué en ces termes-là, on a plus évoqué des doutes que ça, mais pour moi, à chaque fois qu'il y a un doute qui émerge, à chaque fois qu'il y a un challenge qui émerge, ou qu'il y a même un mur qui se dresse face à toi, c'est autant d'opportunités qu'il faut apprendre à saisir, en fait. Qu'il faut apprendre à voir, Hmm. et puis à saisir. Et je trouve que c'est ça le plus important, tu vois. Là, aujourd'hui, certes, je suis en difficulté, mais c'est une difficulté qui me permet, en fait, de voir une multitude d'opportunités. Et là, et c'est ce que je te disais et ce que tu as bien reformulé, en fait, ma difficulté, entre guillemets, c'est de choisir la bonne, de saisir la meilleure de toutes ces opportunités que je viens de découvrir pour pouvoir rebondir, avancer et continuer. Ouais, tout à fait. De manière itérative, parce que peut-être, effectivement, tu y arriveras dès le premier coup, et c'est cool, et peut-être il faut un peu plus de temps des fois, mais voilà, quoi. Faut, Absolument. Et c'est pas grave. faut se lancer, quoi. Ouais. Exactement. Il Ouais. faut se lancer. Faut se lancer. Et tu vois, c'est un peu ce que moi je vois, c'est qu'on a beaucoup, on a la chance d'avoir le temps de se remettre en question, changer ou autre, quand tu as quand même un matelas de sécurité. Et c'est vrai que Ouais, pour beaucoup de gens, ils bien n'ont sûr. pas. Et après, je veux dire, on a aussi la chance en France de pouvoir faire des réorientations, c'est assez simple, tu vois, globalement. Ce qui est plus Mm. compliqué, c'est effectivement quand tu vois l'immensité des opportunités, comment est-ce que tu fais pour choisir la bonne. À un moment, C'est lance-toi, ça. teste et t'itères et ainsi de suite, tu vois. Exactement. C'est voilà, c'est plus au lieu de rester paralysé dans une ah non, je veux pas le faire, oh non, je veux pas ci, je veux pas ça et tout, etc. Bah non.
Lance-toi, ou sinon, prends le temps, au contraire. Tu prends le temps, mais tu sais que tu fais rien, et donc ça, fais rien et kiffe. Pas passer, je sais pas, 1 an, 2 ans à rien faire et tu dis, ah, mais non, j'aurais pu faire autre chose. Non, tu voulais rien faire, donc tu fais rien, tu vois. Comme ça, t'as profité pendant Tout à 1 an, fait. 2 ans, tu vois. Eh ben écoute, moi je Voilà. pense que je ferai les deux. Je vais commencer par rien faire, à voir combien de temps. Mm. Et ensuite, de toute façon, ça me permettra de me donner du temps Pour la pour suite, des quoi. opportunités, Bah, pour bien sûr. construire des opportunités et rebondir. Là, c'est ça. Et voilà. Bon, mais top, Ah, top. top. Top, mon gars. On s'arrête là? Petite conclusion encore ou non, la conclusion a déjà été faite. Oui, quand même. Elle a déjà été faite. Allez. Bon, mais merci à tous en tout cas, et puis à une prochaine pour de nouveaux sujets passionnants. Merci. Salut.